dans le travail d'un an. L'igname que tient Stacey Selefen en est le témoin. Le premier jardin d'air situé dans le district de Nîmes est une réussite. Effectivement, Jamie, le pourvoi en cassation est suspensif d'exécution, ce qui veut dire que la peine prononcée aujourd'hui est suspendue jusqu'à la prochaine audience devant la Cour de cassation. Vis-à-vis de ce dernier bateau qui a été appréhendé, donc qui prennent des mesures beaucoup plus sévères, notamment au niveau de la justice. Et il faut maintenant que il faut qu'ils essaient de brûler les bateaux, donc les mettre à terre, mais trouver un moyen qui soit vraiment radical. On a pu voir les deux capitaines des Blue Boats côte à côte face au tribunal, l'un âgé de 30 ans et l'autre de 34 ans. Donc lorsque la séance a commencé, le président leur a demandé s'ils voulaient être jugés aujourd'hui ou ajourner leur jugement d'1 mois pour pouvoir préparer leur défense. Ah, je vais m'attendre pas. C'est comment? Comment tu te sens? Ouh là là, un peu stressée. Pourquoi tu te sens stressée? Je sais pas, pour voir si je vais voir les nouveaux élèves. Et surtout les parents. Je ne vais pas frapper un petit nain comme ça à coup de sabre. Non, 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 c'est des conneries ça. Je lui ai pas dit gentiment, tu vous remontez dans votre voiture puis vous partez, c'est tout. C'est en repartant qu'il s'est cogné la tête. Mais je n'ai pas frappé. Nous sommes sur le réseau routier qui mène vers le captage de Méoué. Ce matin, 4 personnes de la sécurité civile et 2 militaires du camp de Nandaï se sont serrés les coudes afin de dégager la voie. Donc là ce matin ce qu'on a fait c'est qu'on a récolté tout ce qui était à peu près récoltable. Des cœurs pour essayer de sauver ce qui était sauvable, quoi. Et puis pour le reste c'est perdu, donc la salade voilà ce qu'il en reste. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? C'est tout brûlé par le vent. C'est une belle réussite. Cette importante population s'explique en partie grâce à ce dispositif de mât rouge. Il permet de protéger ces oiseaux de nombreux dangers, comme par exemple marcher sur des œufs que l'on peut confondre avec des coraux morts. L'équipage se rend ensuite sur l'îlot Coco, la dernière île de la pointe sud de la Nouvelle-Calédonie. À l'approche de l'îlot, la mairie reçoit son comité d'accueil. Ces oiseaux sont des fous à pieds rouges, une espèce d'oiseau marin migrateur aujourd'hui menacée. C'est Madame Malo. Et il tient beaucoup. Bon, ça veut dire qu'elle va nous accompagner partout et qu'elle reste avec vous. Vous la prenez, vous la laissez pas tomber au milieu. Il ne faut pas qu'elle touche le sol et elle passe partout là où vous passez. Si vous passez sous quelque chose, elle y passe aussi. Dessus, elle y passe aussi. C'est bon? Donc vous vous débrouillez pour passer Madame Malo entre vous, pour les faire tous, sans qu'elle touche le sol, c'est bon? Faut aller récupérer Madame Malo. Premier exercice. Dessous, vous faites le tour. Vous passez tout sous le pont. Allez, quoi? Mais je vais rester bloqué là. Stop. Madame Malo, mon Dieu! Go! Dès qu'ils sont fatigués, on échange. Attendez. Allez, go. Tu je te remplace? C'est bon? Tu je te remplace? Pas de genoux, pas de genoux. Retourne. Attendez, Madame Malo, ok, c'est extrême. Ouais, c'est chaud. Allez, vous êtes déjà de l'autre côté, vous attrapez le... Ah ouais, ok, quand j'ai signé, je m'attendais pas à ça. Faut pas qu'ils touchent par terre, Allez, tiens.
Arrêtez de dormir là, chez vous. Je suis passé par là, mais on en a chié. On en a bavé quand même. Mais après on a compris l'astuce. C'est ça le but, c'est qu'ils puissent comprendre l'astuce par eux-mêmes. Allez, quoi. Ok. Et voilà. Je crois qu'on a tué un cerf là. Oui, on a tué un cerf. C'est lui ou c'est le chien? Oh ben ça va. Oh, il y a de la viande hein. Ah là. C'est quoi, biche? C'est une biche. Les chiens, ils ont mis à l'eau là-bas. Les chiens, ils ont mis à l'eau? D'accord. C'est les chiens qui... C'est les chiens qui font le travail et puis après... Ah. On n'a pas trop besoin de fusil ici. Hein. Ah oui? Oui. C'est les chiens qui poussent les cerfs dans la brousse et puis ils courent à l'eau. Puis bon. Ok. Bon, c'est bon, la marée haute, mais quand c'est marée basse, ben voilà, tu traverses partout là, c'est sec. Ah oui, quand même. C'est très beau chez toi, Erlin. Comment? C'est très beau chez toi. Ça, oui, ben voilà. Ça, c'est pour être tranquille, il faut venir un peu là pour prendre un peu de l'air, tranquille. Ouais. Voilà. Quand tu es un peu fatigué de rester un peu sur la grande terre à écouter les bruits, ben voilà. Tu es un peu reposé ici, tranquille. Olé. Bon, voilà. Je pose là. Pose les sacs là. Allez. On va prendre un coup de café et puis on verra qu'est-ce qu'on fait après le café. Pourquoi ils poussent les gens La maison là où nous sommes, c'est la maison de tes parents? Où? Cette maison? Non, c'est ma maison. Ça, c'est toi qui l'as construite? Oui. D'accord. C'est ma maison. Avant, il n'y avait pas, il y a plus de maison. Hein. Il y a plus de maison. Nos grands-pères, ils sont partis avant. Il n'y avait plus de maison ici, c'est tout. Après, ben, je suis venu et puis je pensais de revenir. Voilà, j'ai construit la maison, j'ai brossé. D'accord. J'ai construit la maison. Mais pourquoi les maisons des... ils sont où Il n'y les avait maisons des plus, grands-pères? il n'y avait plus. Et Erlin, c'est important pour toi de revenir avec ta famille ici sur... Oui, c'est très très important. Hein. C'est très très important. Ben, il faut qu'on amène les enfants ici pour qu'ils reconnaissent un peu l'endroit où ils sont, là où ils sont, quoi, de la tribu. Aujourd'hui, avec l'évolution aujourd'hui, avec les jeunes, ben, il faut commencer à les prendre un peu petits pour faire leur habituer, quoi, à venir revenir à l'îlot. C'est vrai qu'à l'îlot, c'est pas comme la Grande Terre. Hein. La Grande Terre, bon, tout le monde circule en voiture. C'est plus facile en voiture qu'avec un bateau à venir. Voilà. Et moi, c'est l'essentiel de revenir un peu à l'îlot, c'est pour les enfants. Pour qu'ils s'adaptent à l'îlot. Ah ouais. Une grisette, ben au sol, c'est qui est pas loin. Et le trou est beau quand même. Voilà, et tu vois qu'il a ramené la vieille, le vieux sable du foin avec la poussière. Donc celui-là, le crabet dedans. Après, il va savoir s'il est profond ou pas. Ça, c'est une autre histoire. Ouais, ben je crois qu'on a affaire à un beau souterrain, quoi. Mais ça fait des plus gros tunnels que les crabes de Palétuville. Ah bah il y en a dans les Palétuville qui sont ça. Ouais, c'est des pièces. Il y a une belle bête là. Ouais, là, il y a un beau crabe. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Là, il est plaqué au fond du... Ça y est, il a passé. Il est pièce? J'espère qu'il n'a pas lâché la pince par contre. Ah merde. Non. Ouais, c'est un beau crabe. Ouais. C'est un beau crabe. Il est plaqué au fond du trou, normal. Et là, il fait quoi? Il chope le crochet? Il mord le crochet. Ouais. Et quand il sent que je le tire, il lâche.
Et là, l'idée, c'est qu'avec ton crochet, c'est quoi? Tu le prennes derrière? Tu arrives à le prendre derrière et le tirer? Non, c'est par la pince, puis il vient avec les pinces. Ben, ça dépend, voilà. Si tu arrives à le crocher dans la pince et qu'il lâche pas, ça peut suffire. Sinon, il faut essayer de le choper par derrière. Mais alors toi, Mika, t'es pêcheur côtier professionnel. Ouais. C'est ça? Ouais. Tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste ton métier? Ben, attraper du poisson. Ouais. Non, ben, ce qu'il y a, c'est que déjà, c'est se servir de la ressource en fait, hein, pour tirer un salaire, ça c'est la première des choses. Bon, bien sûr, moi ce que j'essaye de faire, c'est de livrer tout ce que j'attrape sur bourraille, dans la mesure du possible, pour essayer d'avoir du frais sur bourraille, ce qui me paraît important. Et puis avoir une bonne connaissance des lieux, ce qui permet aussi d'avoir une bonne gestion après de l'activité. Parce qu'en général, quand on se rend compte que la ressource diminue, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Et puis assurer aussi la relève, c'est aussi quelque part faire attention à sa méthode de pêche. Donc faire attention à sa méthode de pêche, c'est connaître les espèces, connaître les quantités, et puis voilà, respecter un peu tout ça, quoi. Il y a des techniques, il y a des choses à avoir. Voilà, par exemple, ce serait tellement plus facile, comme certains feraient, de casser le trou, d'enlever directement le crabe. Ouais. Non, mais c'est pas de la pêche, ça. C'est pas de la pêche. La pêche, c'est avoir un respect aussi envers les animaux. Et de l'environnement. Ouais. Et quand t'es au crabe, comme ça, une bonne pêche, c'est quoi? C'est à peu près combien de crabes? Quand ça devient intéressant? À partir de 5-7 crabes, ça commence à être sympathique. Ça devient rentable, quoi. Ouais. Voilà, c'est pas une pêche qui est très coûteuse, ça, au crochet. Ouais. Voilà, ça prend du temps. Bon, après, c'est un choix, quoi. Moi, je sais que je préfère faire ça. Ouais. Quand les marées sont bonnes, parce que c'est un produit de qualité qu'il faut chercher. Produit frais, les gens sont contents. Donc, le plus dur, c'est de l'attraper. J'aime bien. Après, il faut aimer, quoi. C'est sûr que là, je peux mettre une naze à l'entrée du trou et revenir demain, quoi. C'est aussi une autre technique. Le résultat sera le même, mais pas de la même manière, quoi. Ouais. Allez. Il a lâché. Il vient quand même? Ouais, il est en train de... Lâche pas. Ah. Purée. Il a l'air costaud quand même. Ouais. Je te rassure, il l'est. Ah. Là. Ah, il est beau. Ok. Voilà, crabe bleu de plateau. Le crabe bleu de plateau, il a les pinces bien bleues, il est beau. Hein. Il est bien fatigué aussi. Ouais. Mâle, femelle? Mâle. Mâle. Plein? Il n'y a même pas besoin de le mesurer. Ah oui, plein, il n'y a pas besoin de le mesurer, il fait largement les 4. À l'aise. Lorsque la racine de cava rencontre le bitume, ça donne un mélange de cava qui s'échappe de nos plumes. Nos tatouages sont nos cicatrices d'océaniens urbanisés dans cette ville destructrice presque brûlée à vif, avec ses vies d'écorchés vifs. Depuis l'aube des temps,
Nos anciens ont traversé en pirogue toutes les mers. Aujourd'hui, regardez, tous les descendants finissent en logement social avec ce goût amer et surtout nos yeux très très loin de la mer, très très loin de la mer. Qu'est-ce que l'on fait? On utilise le verbe pour essayer de sortir du noir et dire: digne fils de Tangaloa, lève-toi et dénonce en Papouasie le génocide du West Papua. West Papua. Dans le plus grand silence de la communauté internationale, le génocide du West Papua. West Papua. Avec des mots dits et redits pour le peuple maori, victime du traité de Waitangi. Waitangi. On utilise le verbe pour essayer de sortir du noir et demander: pourquoi, France, tu nous as fait Moruroa? En ce qui me concerne, j'ai choisi mon parti et j'ai rejoint le Etonu Tanatou Tangi. Tanatou Tangi. Tamatou Kuine Omai. Okumi Mauli Te Kele Aini. Uvea Futuna Whakaapapa Atu. Uvea Futuna Tui Mai Kiau. Uvea Futuna Mokana Ki. Uvea Futuna Mokana Ki. Et on écrit ces quelques lignes, pourquoi? Pour on écrit ces quelques lignes pour essayer de boucher les trous où sur l'île de Nauru et demander à tous leurs dirigeants, toutes les multinationales, maintenant vous êtes où? Comme pour les îles Tuvalu, Tokelau, les premiers réfugiés climatiques se trouvent dans nos îles du Pacifique. Dans nos îles du Pacifique. Et on écrit ces quelques lignes pour essayer de protéger nos zones exclusives économiques du jeu d'échecs que représente cette géopolitique. Que les insulaires contrôlent toutes les ressources halieutiques, que les océaniens soient critiques face aux pilleurs de ressources pour garder intacts nos retours aux sources. Océanien, deviens et reste maître de tes terres, maître de tes mers. Pourquoi? Pour être demain maître de ton destin. Regarde en Australie, ce qui nous gêne, c'est ce que sont devenus nos frères aborigènes. Moi j'ai une concurrence, mais en même temps je fais des choses, des designs
qui sont pas faits, donc ça marche quand même, quoi. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont sensibilisés sur le fait que qu'ils préfèrent acheter quelque chose de plus cher calédonien que acheter du pas cher de Bali, quoi. Donc aujourd'hui, seule l'originalité et la qualité du travail de ces artisans d'art du pays leur permet de faire face à la concurrence made in Asia. Alors Madame Marie-France Buchy, on le voit à travers le reportage que des artistes, des sculpteurs comme Johan essaient de trouver des combines pour s'en sortir et faire face à cette concurrence à bas prix venue d'Asie. Peut-être une petite réaction par rapport à ce que vous avez vu à travers ce reportage? Déjà, Johan, c'est un bon sculpteur. Et c'est vrai que pour lui, c'est difficile de lutter contre ces objets qui viennent de l'extérieur parce que c'est une concurrence déloyale. Donc, c'est un temps de travail, et il est tout seul. Donc, évidemment, quand il vend une sculpture, vous avez le temps de travail qui apparaît sur le prix de la sculpture. Vous contenez plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. Donc, on est rassuré. Donc. Et alors vous, votre découverte, c'est justement une bactérie qui produit des polymères, c'est-à-dire des grosses molécules qui sont intéressantes pour l'industrie cosmétique. Où est-ce que vous l'avez trouvée, cette bactérie? Cette bactérie, on est allé prospecter plusieurs endroits. On s'est rendu sur plusieurs endroits, notamment le long des plages, dans ce qu'on appelle des milieux intertidaux, entre la mer et la terre. Et là, en l'occurrence, pour cette souche-là, nous sommes allés sur le récif et on a fait quelques petits prélèvements. Et suite à ces prélèvements-là, il y a tout un protocole que l'on déroule pour isoler une souche et voir si elle a du potentiel en biotechnologie. Donc c'est une bactérie que vous avez trouvée dans le lagon Sud, je crois. Oui, tout à fait. Maintenant, on va voir en images comment, à partir de cette découverte, on peut produire des ingrédients pour l'industrie cosmétique, enfin en particulier pour produire une crème hydratante grâce à un reportage de Lou Lourde. Donc c'est dans ce congélateur-là qu'on a notre banque de bactéries. Donc c'est ici que se trouve la richesse de notre structure. Moi, ma plus grande satisfaction, c'est quand j'arrive là puis je vois des bêtes en bonne santé et puis des naissances comme là, il y avait aujourd'hui, et de voir tous ces animaux qui sont là, qui vivent bien, quoi. Et on a l'impression d'avoir fait un bon travail. Nous sommes de retour à Boulou-Paris, sur la propriété de Pascal Zimonski. Un jeune éleveur nous a rejoint, il s'appelle Didier Lo. Didier, bonjour. Bonjour. Alors cet élevage qu'on ne voit plus parce que pendant le reportage, les animaux sont partis se réfugier parce qu'il fait chaud, c'est ça? Oui. Donc ils sont allés un peu plus loin. Donc ces animaux, vous les connaissez. Cette propriété, vous la connaissez parce que vous travaillez avec Pascal sur sa propriété. Vous êtes en mi-temps, hein, pour lui. À côté de ça, vous travaillez à lancer vous-même votre élevage de moutons. Alors racontez-nous un peu ce projet. Je cherche à faire cet élevage, je vais trouver une propriété sur moins d'eau. D'accord. Le plus dur a été de trouver le foncier pour faire parce que c'est pas évident d'en trouver pour démarrer. Et puis après, on a commencé à travailler là-haut. Avec des bêtes avec au départ, pour tout mettre en valeur, il a fallu faire du pâturage et tout, des clôtures. Et après, là maintenant, il y a un troupeau de bêtes qui est arrivé quand même sur cet élevage. Vous avez combien de bêtes là déjà? Normalement, là-haut, il y a entre 30 et 40 têtes. Donc ça nous fait 20 brebis pour un bélier, c'est ça? Ouais, c'est 30 brebis pour un bélier à peu près. D'accord. Alors, pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'élevage et tout ça, quel est le mode d'emploi pour lancer son élevage à la maison? Pour vous, par exemple, comment ça s'est passé? Moi, j'ai déjà eu la chance d'avoir Pascal, où j'ai pu commencer avec lui. Et voilà, le gros problème, c'était de trouver du foncier surtout.
copii? 3. 2 fete și un băiat. Către Simica a condamnat 7 ani trafic de droguri. Cum cheamă pe la Micotă? Bărbat Ilie Nicușor Gabriel, dar îi zicem Totonel. Cu cine sunt acum în casă? Domnului și bine mă acasă. Nu. Spun șoferul meu că așa simt nevoia să spun și eu pentru am trecut. Ai mai văzut mama cu? Și nu te da în spate? Așa e viața asta. Cum de ce mă iubești? Vă nu mă lasă-mă! Nu mai plânge. Să mai pui jos de acum. Campion, mă, te-ai născut campion, ai auzit? Ce-o secundă, da? Et nous sommes de retour sur le plateau de BDLB, le premier numéro de Bienvenue dans la bande de l'année sur Calédonien. Je vous souhaite donc la bienvenue, chers Calédoniens et citoyens de ce pays. Pour mon mot à dire aujourd'hui, on reçoit cette fois-ci Georges. Bonjour. Ça va, Georges? Oui. Alors, toi, tu as ton mot à dire aujourd'hui? Oui. Alors, je t'invite à piocher dans le panier. La pêche illégale. La pêche illégale, alors qu'est-ce que c'est pour toi? Ben, la pêche illégale, c'est pas bien parce que ça veut dire qu'on pêche des animaux trop petits ou qu'on c'est pas la saison de les pêcher ou qu'on pêche dans les réserves. Et si on a mis une réserve, c'est pas pour rien. Donc si on les pêche, ben c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Ben, parce qu'on pourra pas, pour nos générations futures, on pourra pas leur montrer que des dugongs, par exemple, ou des tortues. Tu veux dire qu'il faut faire attention à tous les poissons qu'on a chez nous, sinon il y en a certains qui vont disparaître et du coup plus tard on ne pourra pas les connaître en fait, c'est ça? Oui. Et est-ce que tu as entendu parler un petit peu ces derniers temps de la pêche illégale? Oui. Qu'est-ce que tu as entendu? Ils viennent pêcher nos biches de mer parce qu'ils en ont plus chez eux. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, que c'est pas bien puisque s'il n'y a plus de biches de mer, ben, et les biches de mer, elles nettoient le fond marin. C'est comme les crabes. Ils nettoient les poissons, les cadavres. Donc chaque poisson a son rôle en fait. Oui. Chaque mammifère marin. Oui. Toi, tu ferais quoi plus tard si jamais il y a plein de bateaux qui venaient pour pêcher? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour lutter contre ça? Je les coulerais. Toi, tu coulerais les bateaux? Oui. Tu ferais comment? Ben, je prends un bateau de guerre et tu tires un missile dessus. Toi, c'est radical. Il faut exploser les bateaux. Avec les gens qui sont dedans aussi? Oui. D'accord, pas de pitié quoi. Bon, merci en tout cas Georges d'avoir eu ton mot à dire aujourd'hui. Merci, au revoir.
was really hot on my front and really cold on my back. But it kind of bent a little. It wasn't really to the right. It was to the right, and then it was kind of down a little bit, and then it was kind of back up, so maybe it was to the right. So call it north-northwest. So you go to the next one, I'll go to the next one. If you don't find anything, we meet back right there. How do you think the hike's going so far? Chers collègues, mesdames et messieurs, bienvenue à tous à l'université pour ce premier colloque de l'année 2017. Et nous nous retrouvons après une année 2016 qui a été très remplie au niveau événementiel à l'université, puisque nous avons, je fais un très rapide bilan, organisé l'an dernier 30 conférences publiques, 7 colloques. Nous avons également reçu et organisé 6 visites officielles, et pas des moindres. Parmi celles-ci, il y avait le Premier ministre et la ministre de l'Éducation nationale. Nous avons également eu une douzaine de soutenances de thèses avec l'École doctorale du Pacifique. Nous avons organisé ou co-organisé 6 événements grand public, ma thèse en 180 secondes et le salon de l'étudiant parmi ces événements. Et enfin, 5 expositions artistiques, sans parler de la saison culturelle. Catherine Ries, la directrice de l'équipe de recherche en droit, économie et gestion, le large, vous en dira plus tout à l'heure sur les détails du colloque que son équipe organise, et notamment également sur le cycle de colloques sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, qui est un cycle de 3 colloques un petit peu plus tard dans l'année. Mais aujourd'hui, c'est donc Étienne Cornu qui ouvre la saison avec ce sujet très spécifique au contexte néo-calédonien, l'inclusion du droit coutumier dans le corpus juridique calédonien. L'UNC continue ainsi de suivre sa feuille de route qui est tracée non seulement par le Code de l'éducation et par ses statuts en matière d'enseignement supérieur et de recherche, mais aussi, petite particularité calédonienne, par l'accord de Nouméa. Celui-ci qui, en son article 4.1.1, indique que l'université répond aux besoins de formation et de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie. Avec un thème de colloque tel qu'aujourd'hui, mon cher Étienne, il sera difficile de te reprocher de ne pas répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie. Et dans ce cadre, une nouvelle fois, l'équipe de recherche du large de l'UNC a travaillé sur des thématiques locales et donc en particulier sur les questions de coutume et de son évolution dans le cadre des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie, notamment depuis le 1er juillet 2013 avec le transfert des droits civils et commerciaux. Je laisserai bien évidemment les spécialistes et notamment Étienne Cornu développer, mais je voudrais juste vous dire quelques mots de contextualisation avant que nous n'entrions dans le vif du sujet. En Nouvelle-Calédonie, on trouve un pluralisme juridique. Pour faire simple, il y a les normes de l'État qui s'appliquent à tous et des normes édictées localement par les assemblées de province, par le gouvernement et par le Congrès. Mais en Nouvelle-Calédonie, on trouve également la coutume et au moins, sur un plan juridique, la réalité de cette présence d'un autre système de normes aux côtés des normes supérieures de l'État, a toujours été reconnue
dans le sens où les particularités autochtones ont toujours été prises en compte par les autorités coloniales françaises, ce qui instaurait quasiment dès l'origine de la présence française un bijuridisme en Nouvelle-Calédonie. Avec l'évolution institutionnelle récente et en cours de la Nouvelle-Calédonie, nous nous retrouvons aujourd'hui avec un système juridique qui conjugue plusieurs normes. L'enjeu du colloque sera de comprendre comment ces normes cohabitent et interagissent. Saiko Warren avec Monu Amoe, voilà, on calme le jeu, c'est bien joué. Dikaoma qui retrouve Ranchan qui a pris le couloir. Bon ballon là de Saiko vers Ranchan, le centre. Finalement, ce sera un corner obtenu par Ranchan. On entendait Stéphane Rahuzac qui disait, mais là tout de suite, jouer un peu plus en première intention dans les derniers mètres. C'est ce qu'il souhaitait là, le technicien et l'homme fort de l'AS Lossi, Stéphane Rahuzac, qui entame donc sa deuxième saison au sein du club. Deuxième saison d'envergure pour préparer justement la future Ligue des Champions, comme tu le précisais tout à l'heure. C'est une saison un petit peu spéciale, comme j'en parlais, avec un objectif de bonifier un petit peu les résultats en Haut-Ligue, en Ligue des Champions. Savoir se préparer. Attention, ce corner c'est bien tiré. Et le but il a accepté ce but. Et bien voilà, Lossi qui break, alors que là il y a eu un contact assez important entre Fabio Kella et Dimitri Petemou. Mais Joseph Dean n'a pas bronché. Bonjour, je suis Pierre Fermand, je vais vous montrer le geste spécifique de ce sport. Plus on a un geste efficace et plus on a une vitesse, une grande vitesse. Donc, avec les gants, on appuie sur la main courante, on arme les épaules, on revient, on boxe la main courante, ce qui fait la vitesse. Voilà. Il faut donc des gants qui correspondent à la poussée de chaque athlète. Et ensuite, l'attaque du geste, elle se fait, donc plus on lève les bras haut, plus on prend de la vitesse. Et on doit taper sur la tangente de la roue, la main courante, et échapper à peu près à 6 heures pour donner vraiment une efficacité optimum. Voilà. Après 4 heures de sommeil, c'est déjà l'heure du match. Les filles se sont levées à 5 heures du matin pour prendre le petit déjeuner à 6 heures. Il est 7 heures, le match commence dans 1 heure. Ça y est, c'est bon, on est prête. On est prête, on va aller jouer, puis voilà. Que le meilleur gagne. Pas trop fatigué? Non, ça va. Bien dormi? Oui, un peu, on a dormi un peu dans le car, mais sinon ça va. Quelques minutes avant le match. Un peu stressé, mais voilà. C'est bon parce que le temps est un peu couvert. Et hop, une petite pause photo avant d'entrer sur le terrain. On se trouve dans l'axe Cédric Descoiré. Et pénalty! Incroyable! Alors là, faute sur Cédric Descoiré. Et on voit donc Raphaël Warémoin qui se dirige vers le ballon, peut-être pour le doubler. En tout cas, le match s'est totalement relancé. Ouais, cette petite faute de Cédric Sanso. Et Warémoin donc qui va essayer de trouver le doublé, surtout l'égalisation, Kevin. 74e minute, tu le disais, ça sentait le chaos, le tournant du match. Allez, on est en direct sur NCTV, peut-être pour l'égalisation du Mont-d'Or, c'est parti. Et parfaitement réalisé par Raphaël Warémoin. 2 buts partout, on vous promettait une fin de match intense, et ben là, on l'a. Dès le départ, l'équipe de Koumak se place en tête. C'est des gosses qui ont de grandes qualités physiques, des grands gabarits, fins, puissants, et pareil, qui se font mal à l'entraînement, qui savent se faire mal. Dans la descente du Chounal vers Nouville, l'équipe de Koumak démontre une bonne maîtrise du surf et creuse ainsi l'écart avec Tuapae de Dombea et les 2 équipes des îles sous le vent.
on en parle, les gens disent ça doit être facile, c'est comme avec une planche. La différence, c'est qu'il y a des changements de rythme à chaque fois, rattraper la vague en ramant plus vite, ralentir, réattaquer la vague suivante, et c'est très éprouvant. Au retour, la remontée de la Grande Rade se fait face au vent, avec des rafales jusqu'à 30 nœuds. Kumak continue de creuser l'écart. Au bout de 2 heures, 6 minutes et 36 secondes, ils sont de retour sur la plage de Lansvata et offrent ainsi à leur club la première victoire de son histoire pour ce championnat. Tous les nudibranches sont équipés de sortes d'antennes situées sur le dessus de la tête. Ce sont en fait des organes olfactifs, à ne pas confondre avec les branchies, qui sont apparentes chez certains nudibranches et qui leur permettent de respirer en extrayant l'oxygène de l'eau. Les vers plats, quant à eux, cherchent à se faire passer pour des nudibranches. C'est en observant leur manière de se déplacer que l'on peut les démasquer. Les nudibranches ont des mouvements très lents et rampants, tandis que les vers plats donnent l'impression de glisser en ondulant de tout leur corps. Leur peau est tapissée de cils très fins, invisibles à l'œil nu, qui sont constamment en mouvement, ce qui leur donne cet aspect ondulant. Certaines espèces ont trouvé la façon la moins fatigante de se déplacer, se faire porter. C'est ainsi que l'on peut voir des anémones se greffer sur la carapace d'un bernard l'ermite. Chacun y trouve son compte. L'anémone offre une protection urticante, tandis que le crustacé la transporte et la fait participer à ses repas. Ce qui nous amène aux crustacés, qui, très logiquement, utilisent leurs pattes pour se déplacer. Mais ce n'est pas si simple. Comme ils ont souvent beaucoup de pattes, toutes n'ont pas la même fonction. Ainsi, les crevettes ont parfaitement intégré la répartition des tâches. Elles ont des pattes pour marcher, des pattes pour nager et des pattes pinces, aussi dites préhensiles, pour attraper leur proie. Mesdames, Messieurs, Yaurana, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Escale Polynesia. Wahirima Yaurana, manavai totato faririr airoto itenif anhor ab ahepetoma nutmomutu, iteyepof ayanwatato I huahine, e omwar araf, ahitimainatato te aamuno Edouard e okimta. So it's the offering that we give with the blessing. When Estrius started, he wanted to share the stories of the land, wherever the mural is going to be. So the importance of going on the Huaka'i is to find out the stories that the land wants to depict, and that's what we try and do through meditation. Hopefully, if we're successful, get them to get downloads, as we call it, from our kupuna, and guide them to what hopefully will come out on this wall, on this mural. Il est 18h, les spectateurs arrivent au cabaret. Ce soir, la salle de spectacle affiche complet. Les billets ont été réservés des mois à l'avance. Et bienvenue au cabaret pour les 35e Sacres du folklore. C'est parmi les grands pays comme la Colombie, le Chili ou encore la Malaisie que Tahiti se présente cette année au Festival de Reims. Les artistes des 7 pays invités ont démontré la beauté de leur culture au travers du chant, de la musique et surtout de la danse, un moment de partage assuré. Hey, 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 ho! Patiki, patiki, patiki. Patiki, patiki, patiki. Hey, 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 ho! Patiki, la maison du tatouage.
Alors le collier, ça a été une des plus grandes pièces. Le collier, c'est, on va dire, une revendication aussi à chaque fois. C'est montrer qu'on n'a pas vraiment besoin de bijoux aussi, qu'un tatouage, c'est aussi un bijou, c'est une parure et que ça peut tout aussi bien vous habiller. On a tendance à penser que le tatouage, c'est un côté un peu négatif ou péjoratif, bien au contraire. À partir du moment où on arrive à se lier avec une personne qui puisse en fait retranscrire tout ce que l'on ressent ou tout ce que l'on recherche, on arrive à atteindre des choses qui sont une concrétisation et qui parfois peuvent devenir des chefs-d'œuvre. Donc, pour moi, le collier, en fait, c'est un tout. C'est un bijou que je porte avec fierté, qui est bien plus qu'une perle, qu'une parure en or ou en diamant. Je le porte très, très, très fièrement. Alors, le tatouage sur le menton, c'est par rapport au moko des femmes de Nouvelle-Zélande. Et j'ai une profonde admiration pour ces femmes qui portent le moko. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le moko et ces femmes qui le portent font partie d'une élite. Et pour moi, c'est, on va dire, c'est vraiment, c'est très, très important. Voilà. Tu sais, c'est pas est-ce que j'aime mes tatouages. Ça se limite pas à ça. C'est est-ce que je m'aime. Comme je t'ai dit, c'est toute mon histoire qui est là. Parce que ça fait partie de moi. C'est moi. Et le dernier tatouage, ça a été l'acceptation de moi. Donc pour moi, c'est bien plus que ça. Hey, 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 ho! Patiki, patiki, patiki. Patiki, patiki, patiki. Hey, 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 ho! Patiki, la maison du tatouage. Bonjour à tous, peut-être que vous me reconnaissez, moi aussi je fais partie de l'équipe de Caledonia, votre chaîne préférée bien entendu. À force de filmer de la cuisine, j'avais moi aussi envie de vous proposer une de mes recettes préférées. C'est une recette indienne, celle du naan, autrement appelé le pain indien. Il accompagnera à ravir toutes vos recettes de curry épicé. Alors pour ce faire, vous aurez besoin des ingrédients suivants. 4 tasses de farine de blé ordinaire que vous aurez pris le soin de tamiser auparavant, 2 pincées de sel, 1 cuillère à café et demi de levure chimique, 1 cuillère à café de sucre en poudre, 3 quarts de cuillère à café de levure de boulanger, 1 quart de tasse d'eau chaude, non bouillante, simplement chaude, 3 quarts de tasse de lait chaud également, 1 tasse de yaourt nature, de préférence yaourt à la grecque, 1 gousse d'ail, puisqu'en l'occurrence nous allons réaliser des naans à l'ail aujourd'hui, donc c'est pas recommandé pour un premier rendez-vous amoureux, hein. Et du beurre fondu. Ce sera pour mettre sur les naans quand ils seront prêts. Alors, on va commencer par préparer la sauce. Pour cela, on va commencer à éplucher le gingembre. Donc, on va en mettre un petit morceau pour l'aromatiser. Et on va le couper grossièrement en lanières, ce qui va infuser dans la sauce. Voilà. Donc là, on va aller faire caraméliser le miel. Donc, on va verser le miel dans la casserole. Et on va attendre qu'il caramélise comme pour un caramel avec du sucre. Donc, il faut faire attention de façon à ce qu'il ne brûle pas, sinon après ça va être amer. Donc ça commence à faire des petites bulles au niveau de l'odeur, que ça ne prenne pas une odeur âcre. Ça veut dire que le caramel après il est brûlé. Voilà. Et là on déglace avec le vinaigre, on fait attention aux projections. Et ça c'est une base de sauce gastrique, c'est un mélange de sucré et d'acide. Et à partir de là on va rajouter le reste des ingrédients. J'y rajoute maintenant les sardines. Un petit peu de poudre de noisettes. La même quantité en amandes. Un petit peu de crème. Du poivre. Et facultatif, le piment. Il suffit de tout mélanger à l'aide d'une fourchette pour obtenir une purée. L'appareil commence à être homogène.
lamelle vraiment comme un escargot pour la placer au centre et pour faire le centre de la fleur. Voilà, à ce stade-là, la tarte est terminée. Ce que je recommande, c'est de la mettre quelques heures au réfrigérateur avant de la servir pour que la crème elle ait un peu plus le temps de se resolidifier. Et puis après, pour la démouler, pour la servir. Kid, we own the summer. Mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. And